Donc il y a 2 ans maintenant déjà, sortait ChatGPT. Heu, donc une révolution à la fois dans le domaine de l'IA et pour le grand public. Et on a vu donc arriver cette nouvelle espèce digitale avec laquelle on peut communiquer, en langage naturel, heu et heu et qui peut répondre à des questions de tout temps. Et on a notamment vu émerger cette promesse euh, d'agents intelligents qui, on pourrait leur confier, par exemple, la gestion de SAV, leur donner des tâches comme pour coder, comme on pourrait donner à un développeur. euh, et encore beaucoup d'autres transformations. Donc ça fait déjà 2 ans qui sont passés depuis. Et donc où on en est maintenant, spécifiquement dans le domaine des agents, donc on voit qu'il y a un certain nombre de limitations dont on a déjà parlé à l'intervention d'avant, donc notamment cette notion de confiance sur deux aspects, comme ça a déjà été dit, donc sur l'aspect hallucination et sur l'aspect explicabilité. Euh, et plus spécifiquement dans le domaine des agents, les agents, donc ils ont besoin de planifier, ils vont prendre des actions, ils veulent savoir en fonction des actions qu'ils ont prises ce qu'ils doivent faire en suivant. Et là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes techniques, enfin, une certaine limite dans les capacités de raisonnement des modèles de langage, même les derniers comme OWAN. Et enfin, c'est compliqué. Donc, dans l'intervention d'avant, on a vu une technique pour rajouter, pour ce qu'on appelle du RAG, pour rajouter des données dans ces LLM-là. Mais en fait, techniquement, elles ne sont pas vraiment rajoutées, ces données-là, elles sont juste dans le prompt. Et en fait, quand on entraîne un modèle de langage, ces modèles de langage sont figés. Donc, ça reste compliqué de les personnaliser. Après, d'un point de vue sociétal et environnemental, ces grands modèles sont contrôlés par quelques big tech américaines qui se livrent une course effrénée à celle qui fera le plus gros modèle, une course à plusieurs centaines de millions, voire plus d'1 milliard. On parle maintenant pour GPT-5 ou ce genre de modèle, des coûts d'entraînement à plus d'1 milliard, qui ont bien sûr des gros impacts du point de vue consommation énergétique. Ils construisent carrément maintenant leur propre centrale nucléaire pour alimenter juste un data center. Et bon, je ne vais pas tarder sur les parties sécurité parce qu'on a beaucoup parlé avant, mais effectivement, confier ces données à ces boîtes noires et ces acteurs américains. Alors nous, on propose une vision de l'IA euh, déjà avec un premier principe, une IA durable, avec une idée, c'est de ne pas utiliser un tractopelle pour enfoncer un clou. Euh, donc à chaque fois d'utiliser les bonnes méthodes en fonction de ce qu'on veut faire. Euh, et plutôt de réutiliser des composants plutôt que de tout reconstruire à chaque fois. C'est aussi comment construire une IA à laquelle on peut faire confiance. Une IA open source, transparente et au maximum explicable. Et enfin, c'est l'IA générative, déjà ça impacte énormément de monde et plus le temps va passer, chaque citoyen sera impacté par cette révolution, ce qui entraîne des peurs légitimes, notamment au niveau de l'emploi ou ce genre de choses, ou sur l'utilisation de l'IA générative. Et nous, notre idée, c'est de permettre à chacun de pouvoir être partie prenante de cette révolution et de pouvoir en devenir acteur. On va revenir un petit peu sur la partie technique. Comment implémenter un agent à l'heure actuelle? Donc, pour des équipes techniques et des ingénieurs, pour exploiter les LLM, et notamment pour réduire ces problématiques d'hallucination, pour réussir à faire en sorte qu'ils arrivent à planifier et améliorer leur capacité de raisonnement, mais c'est complexe et il y a toujours des nouvelles approches qui sortent. Il y a plusieurs papiers de recherche toutes les semaines qui sortent sur des nouvelles techniques de comment exploiter au mieux un LLM. Ensuite, il y a plein de modèles. Sur Hugging Face, qui est la plateforme de référence qui référence les modèles, il y a plus d'1 million de modèles d'IA de façon générale et plus de 100 000 modèles juste sur les modèles des LLM open source. Donc déjà, en fonction des tâches qu'on veut faire, je veux générer du code, je veux faire du RAG, je veux traduire, quel modèle est le plus adapté pour cette tâche-là.
Et donc globalement, c'est une tâche qui est complexe de faire des agents performants et fiables. Donc là, je vais juste donner un exemple illustratif d'un agent qui utilise plusieurs styles, donc à la fois des modèles de langage, mais aussi qui exécute du code Python et qui appelle des API externes pour résoudre sa problématique. Alors nous, notre approche, c'est de se dire, imaginez que plutôt que faire cette architecture d'agents et designer tous ces agents de façon qui sont complexes, imaginez que c'est des centaines d'IA, des IA architectes, qui vont construire ces agents pour vous. Elles vont aller chercher les meilleurs modèles parmi les milliers de modèles disponibles, les meilleures architectures, être toujours au courant des derniers papiers de recherche qui sortent sur comment exploiter au mieux les modèles de langage. eBios, donc ça repose sur, premièrement, des IA architectes, ce qu'on appelle des agents architectes, où en fait on leur confie la problématique qu'elles doivent résoudre. Donc par exemple, ça peut être je veux créer un agent qui permet de résoudre des problèmes de maths, je veux créer un agent qui me permet de questionner mes documents d'entreprise, par exemple, et on va lui donner des critères pour savoir si les résultats sont satisfaisants, des jeux de données s'il a besoin de jeux de données, et on peut aussi lui donner des contraintes. Par exemple, oui, je suis en Europe, je ne veux pas utiliser de modèles open source, enfin je veux utiliser que des modèles open source, je ne veux pas utiliser de modèles privés, et en plus je ne veux pas utiliser Lama Vision parce qu'on n'a pas le droit en Europe, enfin tous les critères que vous voulez, vous pouvez le contraindre. Et aussi sur les coûts d'utilisation, parce que les coûts d'utilisation des agents, même si le coût divise par 10 tous les ans d'inférence des grands modèles, il reste encore élevé. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez régler. Ensuite, le deuxième grand aspect, donc on a ces IA architectes qui construisent des agents, mais on va leur faciliter la tâche. C'est-à-dire que notre grand principe, c'est de réutiliser plutôt que de reconstruire à chaque fois. Et donc l'idée, c'est d'avoir une bibliothèque universelle de composants pour construire des agents. Donc ça peut être par exemple, déjà avoir accès à tous les modèles et savoir en quoi ces modèles sont pertinents, pour quel sujet. C'est aussi avoir des modèles fine-tunés, donc ça c'est on spécialise des modèles déjà existants, généralistes sur des sujets précis. C'est aussi des modèles classiques de machine learning qui sont utiles pour différentes tâches, des datasets et aussi des architectures déjà connues par des papiers de recherche par exemple, où on sait que pour tel type d'action, si vous orchestrez comme ça vos agents, ça marchera mieux. Enfin, c'est une bibliothèque d'abstraction, de briques spécifiques que ces IA architectes-là vont pouvoir aller chercher. J'ai besoin d'une brique de RAG, oui, je vais aller chercher dans cette bibliothèque des briques de RAG qui fonctionnent bien. J'ai besoin de tools en particulier, je vais les chercher, d'avoir accès à une mémoire à long terme, avoir accès à un moteur de recherche. Tout ça, c'est dans cette librairie. Et enfin, c'est dans cet écosystème, eBios, c'est pas seulement des agents qui interagissent entre eux, mais il y a aussi cette interaction avec des humains. Donc à la fois quand on va proposer un nouveau problème à résoudre à ces agents-là, mais on va donner du feedback, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire oui, là tu as bien répondu à mon problème ou non, et on va pouvoir les guider aussi, leur dire à ces IA architectes, ah oui, mais moi j'aurais peut-être fait comme ça, ou non, fais plutôt comme ça, et donc on va leur apporter de l'expertise. L'avantage, c'est donc à chaque fois qu'on apporte un nouveau problème à résoudre, qu'on veut créer un nouvel agent sur la plateforme, c'est des nouveaux challenges pour les IA architectes. Et bien sûr, les contributeurs peuvent apporter des nouvelles briques à la librairie. Et enfin, notre plateforme, c'est des agents distribués. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle personne qui contribue à l'écosystème va pouvoir aussi apporter la puissance de calcul. Comment? En fait, comme il a été dit à l'intervention d'avant, les modèles vont avoir des modèles de plus en plus petits. C'est-à-dire que maintenant, il y a des modèles qui tournent sur mon téléphone, sur n'importe quel ordinateur portable. Et du coup, l'idée, là, c'est de dire,
pour créer ces nouveaux agents-là, les contributeurs auront le choix de pouvoir partager la puissance de calcul non utilisée de leur ordinateur ou leur téléphone pendant qu'ils chargent la nuit, et pour des sujets qui les intéressent. Oui, mais moi, oui, je veux participer à la création d'agents qui vont permettre de pouvoir aider pour accompagner les enfants dans leurs devoirs, qui vont être dans le domaine de la recherche pour avancer dans la science, qui vont être sur trouver dans la fusion nucléaire, j'en sais rien, mais n'importe quel sujet en fait, et on va pouvoir être partie prenante dans la création d'agents sur ces sujets-là. Et donc un point clé de notre approche, c'est qu'en fait on a un mécanisme d'auto-amélioration. C'est-à-dire qu'en fait, tous les agents qui sont créés par les IA architectes, il y a un mécanisme qui permet qu'ils s'améliorent dans le temps. Et les IA architectes elles-mêmes vont elles-mêmes s'améliorer. C'est-à-dire qu'elles vont créer d'autres IA architectes qui seront elles aussi plus performantes que ses parents. Et donc ça enclenche une boucle récursive d'auto-amélioration. Et de la même manière, les building blocks sont aussi améliorés par les IA architectes. C'est-à-dire que sur une nouvelle problématique, elle peut dire ah oui, là, ce serait bien si j'ai une brique de planification, par exemple, vraiment une brique spécifique qui va m'aider à planifier. Je vais la créer et du coup, cette brique-là va être rajoutée dans la librairie et en plus améliorée de génération en génération par le travail des IA architectes. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Avec une technologie inspirée de l'évolution, en fait. C'est-à-dire que comme dans la nature, juste le principe de sélection naturelle, de croisement et de mutation a permis d'avoir des organismes très complexes et un mécanisme de réutilisabilité de composants extrêmement efficace. On reprend le même principe et donc on met en compétition des milliers d'agents et on applique des opérateurs de croisement et de mutation. Et donc, ce mécanisme-là permet d'enclencher un mécanisme qu'on appelle un mécanisme d'explosion d'intelligence qui permet en fait d'avoir de l'amélioration continue. Je vais pas m'étendre là-dessus. Et je vais maintenant donner la parole à Chalière. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Je vais vous parler ici de la preuve qu'on a commencé à implémenter. Vincent. Cette première preuve de concept, elle porte en particulier sur le principe d'avoir des agents architectes construire des agents et de pouvoir soumettre les agents générés à une pression évolutionnaire pour les faire évoluer dans le temps. L'objectif de cette preuve de elle est triple. Donc le premier objectif, c'est d'être capable de montrer qu'on est capable de générer des agents avec des agents architectes et de les muter et d'en faire des croisements. Le deuxième, il est d'évaluer la qualité des agents générés. Et le troisième objectif était de savoir si on pouvait effectivement, au cours du temps, optimiser les agents qui étaient générés par les agents architectes à l'aide d'algorithmes évolutionnaires. Pour évaluer ça, on a choisi de travailler sur le dataset GSM-Nuka, qui est bien connu dans la littérature des LLM. C'est des problèmes de maths qui sont assez simples pour un humain, mais qui sont plus difficiles pour les LLM, puisqu'ils demandent une résolution en plusieurs étapes, de 2 à 8 étapes en général. Et les LLM, comme on peut le voir sur la figure de droite, ont des performances très limitées. Donc, on s'est intéressé ici à GPT 3.5, et quand on utilise seul sur les problèmes de maths, c'est ce type de problème de maths a une précision de 53%. Là où GPT-4, qui est quand même un modèle beaucoup plus gros, atteint 81,4% avec des problématiques quand même aussi de jeux d'entraînement qui ont fait polluer par le dataset en question. Donc, dans cette preuve de concept, on a commencé par implémenter ce qui était un agent IGOS. Un agent IGOS, il est défini par deux propriétés. La première, c'est un graphe qui a un nœud start, un nœud end, et qui va permettre de faire, lorsqu'on pose une requête à un agent, cette requête va être transmise de nœud en nœud, avec des arrêts qui peuvent être conditionnels. Donc ici, c'est un exemple très simple d'agent pour résoudre les problèmes de maths. Donc on va poser à cet agent un problème de maths.
Un premier nœud, le solver, là, va donner une première proposition de solution à ce problème. Le deuxième nœud, le verifier, va analyser cette première réponse et va décider si la réponse selon lui est correcte ou si elle est incorrecte. Si elle est incorrecte, on va redemander au solver de reprendre, de reformuler, de reproposer une nouvelle solution, etc. jusqu'à, on l'espère, trouver la solution correcte et sortir du graphe. Ça, c'est ce qui donc définit la structure de réflexion en fait de l'agent. Et on va pouvoir aussi le contraindre en fonction de la problématique qu'on veut résoudre dans le format d'entrée, le format de sortie. Donc là, dans cet exemple d'un agent pour résoudre des problèmes de maths, ce qu'il va recevoir en entrée, c'est un problème de maths. Donc on utilise le modèle PyDantic parce que ça offre une certaine sécurité au niveau des formats de données. Et en sortie, on va lui demander non seulement la solution qui est en l'occurrence là sur le dataset, c'est un entier, mais également on va lui demander de nous fournir une explication de sa solution. Maintenant, notre objectif ici, c'est de générer ces agents pour résoudre des problèmes de maths. Et donc, on a introduit cette idée d'avoir des agents qui ont un rôle particulier, qui sont des agents IBIOS, hein, comme je vous l'ai présenté auparavant, mais qui, eux, ont pour objectif de générer des agents, et c'est pour ça qu'on les a appelés des agents architectes. Ils sont définis, là pour le coup, encore à la main. C'est un graphe qui va en fait générer l'agent en 3 étapes. La première étape, c'est de générer la structure du graphe. Donc, choisir le nombre de nœuds, les connecter entre eux, choisir les conditions qui vont potentiellement être présentes sur les arêtes. Une deuxième étape qui va s'intéresser à générer les prompts de chacun des nœuds LLM. Et enfin, la troisième étape qui va faire le résumé et va nous sortir dans un format donné le graphe généré par l'agent architecte. Et donc, c'est un agent IBIOS à part entière. Donc, on va ici aussi lui définir quelle est l'entrée qu'il va recevoir. Donc ici, il y aura une partie de l'entrée qui va être, on va lui décrire le problème qu'on veut résoudre. Ici, résoudre des problèmes de maths. On va lui donner le format qu'on attend en entrée et en sortie de l'agent qui sera généré pour la résolution de problèmes de maths. Et enfin, on va pouvoir lui donner certains paramètres, certaines contraintes, notamment le type de nœud qu'il va utiliser, qu'il a le droit d'utiliser, donc le nœud start, le nœud de fin, et des nœuds LLM, puisque là, dans ce cas-là, on n'utilise que des nœuds LLM, mais vous l'aurez compris, on souhaite avoir d'autres types de blocs et d'autres types de nœuds dans ces graphes, et puis une contrainte, par exemple, sur le nombre de nœuds LLM qui peut mettre dans le graphe généré. Et en sortie, ce qu'on veut, mais c'est un agent, donc c'est un agent IBIOS, qui est un objet dans notre bibliothèque, qui est l'agent finalement généré par l'architecte. Donc ça, c'est un exemple de quelques agents qui sont générés. On peut avoir des agents très simples avec un seul nœud. L'agent architecte a décidé de l'appeler processeur. Dans le deuxième, on voit de manière assez intéressante un nœud de feedback qui permet de reboucler si jamais le il n'a pas encore abouti à la solution. Puis après, on peut voir des architectures plus complexes. Si je prends un exemple ici, on va avoir après le premier nœud qui interprète le problème. Ce nœud d'interprétation va avoir à choisir si c'est un problème plutôt d'algèbre ou un problème de type, en français, calculus. Et selon cette décision, on va l'orienter vers un nœud LLM spécialisé dans l'algèbre ou sur l'autre nœud. Et puis on va avoir des nœuds qui vont vérifier, peaufiner la solution jusqu'à obtenir la solution finale. Donc on a vu la structure des graphes qui est générée par le premier nœud de l'agent architecte. On a aussi un nœud derrière qui génère bien sûr les prompts. Pour chacun des nœuds, il y a un prompt Tristel qui est partagé par tous les nœuds du graphe et qui permet à chaque nœud de savoir à quoi il sert et dans quel graphe il va opérer. La deuxième idée, c'était
d'utiliser ces agents au sein d'un algorithme évolutionnaire pour essayer de faire émerger pour les problèmes de langue. Et donc pour ça, on a choisi de commencer avec des algorithmes qui sont assez simples qui sont donc les algorithmes génétiques. L'algorithme génétique, c'est un algorithme évolutionnaire pour faire de l'optimisation. En général, on parle de fonction de fitness, qui est le critère à optimiser. Ici, ce sera évidemment la précision moyenne sur un jeu d'entraînement. Et le principe de l'algorithme génétique, c'est qu'on crée ex nihilo une population initiale d'agents. On va exécuter ces agents donc sur le dataset d'entraînement, on va évaluer sa précision moyenne. Et dans une deuxième étape, on va sélectionner les meilleurs agents de cette population initiale et on va opérer des mutations et des croisements sur ces agents qui vont remplacer les agents les moins performants de la population initiale. Et on va recommencer ça, on va évaluer les nouveaux agents, on va sélectionner les meilleurs agents, les croiser, les muter, etc. Donc je vous ai on avait un agent architecte qui permettait, à partir d'un certain nombre d'informations, notamment la description du problème qu'on veut résoudre, de générer des agents qui résoudront ce problème, qui essaieront de résoudre ce problème. On a créé aussi, dans le cadre donc de cet algorithme génétique, des agents qui sont capables de muter un graphe. Donc c'est un agent qui va recevoir un graphe comme le graphe de gauche en entrée et qui va générer le graphe de droite, un nouveau graphe qui s'inspire du premier graphe à gauche. Donc on voit ici, par exemple, qu'on a gardé le nœud MathSolver qui va donner une première solution au problème. Et ensuite, on a 3 nœuds qui ont été ajoutés pour analyser la solution, détecter de potentielles erreurs pour et de la même manière, on a fait un agent de croisement qui va 2 graphes en entrée et qui va générer un autre graphe qui s'inspirait des 2 premiers graphes. Donc ça, c'est des agents, hein, donc c'est aussi des agents qui sont basés sur des LLM. Et donc j'en viens au résultat. Sur GSM UK, donc comme je vous le disais, la fonction de fitness qu'on a utilisée, c'est simplement la moyenne de la précision sur le jeu d'entraînement. On a initialisé notre population à 100 agents, créés par l'agent architecte. On a fait des croisements et des mutations à chaque génération avec les 2 agents que je vous ai présentés rapidement avant. Et enfin, ce sont des graphes qui n'utilisent là dans nos expériences que des nœuds ChatGPT 3.5 Turbo. On a, pour des raisons de rapidité, réduit le dataset et on s'est entraîné sur 30 problèmes de maths et on a évalué sur chacun des agents, hein, donc à chaque génération, sur 244 problèmes de maths issus du dataset. Et d'un point de vue technique, on a utilisé LangGraph, qui est une surcouche qui est comment on appelle ça, qui fait partie de LangChain, en fait, de la bibliothèque de LangChain, et qui permet de construire des graphes de manière assez facilement. Donc on peut automatiquement transformer en agent exécutable avec et tout ça. Sur les endpoints OpenAI. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus. Sur la gauche, on a la distribution des précisions au cours des générations. Donc en abscisse, on a 10 générations. Et ce qu'on représente notamment en orange, c'est la médiane de la précision sur la population à cette génération. On voit d'emblée qu'assez rapidement, on arrive à monter cette médiane jusqu'à atteindre une médiane en 10e génération qui est au-dessus de 71%. Et si on regarde les meilleurs agents, le meilleur agent sur cette 10e génération, c'est
ce qui est donné sur la droite. Bon, déjà, c'est un nœud qui est assez simple, un agent, pardon, qui est assez simple. Il y a un seul nœud avec cette boucle de rétroaction sur lui-même. Faut bien imaginer que les prompts ont été aussi optimisés. Hein, derrière, là, je ne les ai pas affichés. Mais donc, en ajoutant simplement cette boucle et en améliorant le prompt, en générant des prompts meilleurs, on a réussi à passer sur le jeu de test notamment dans le GPT 3.5 seul, sans prompt engineering poussé, qui atteignait 53% de précision, à un meilleur agent qui atteint à environ 76%. Donc, cette première preuve de concept, c'est le début. On a d'autres choses à implémenter, mais ça nous a validé cette idée de créer de nouveaux agents avec les agents architectes ou avec les agents de limitation et les agents de croisement. On a pu évaluer ces agents générés. On a vu qu'avec ce principe d'algo évolutionnaire, on arrivait à améliorer les performances de nos agents au cours du temps. Les prochaines étapes, je passerai la parole à Vincent. C'est effectivement, on est en train d'essayer de valider le fait qu'on peut réutiliser des blocs plus variés que simplement des LLM, des nœuds LLM, et sur des problèmes beaucoup plus variés que celui-là, le problème de masse. Et enfin, qu'on est capable d'optimiser ces agents, et en particulier les agents architectes, avec des algos évolutionnaires un peu plus évolués. Merci. Alors, du coup, maintenant, on est en train de travailler sur d'aller plus loin que cette preuve de concept et d'implémenter la vision que je vous ai présentée au début. Et donc, sur ce qu'on est en train de travailler, c'est un écosystème où il y a des agents. Donc là, je vous ai donné des exemples d'agents. Donc, il y a des centaines, des milliers d'agents. Et tout le monde va pouvoir aller piocher dans ces agents-là. Donc là, par exemple, il y a des agents qui sont plutôt doués pour faire de la classification, d'autres pour faire du RAG, d'autres pour répondre à des problèmes de maths. Et dans cette population d'agents, il y a aussi des agents qui savent construire d'autres agents, donc ce qu'on a appelé des agents architectes. Alors, quand on veut construire un nouvel agent, on a introduit donc un concept qu'on appelle une forge. Et donc, en fait, on va cette forge présenter. Donc là, je veux faire une forge d'agents qui sont spécialisés dans la résolution de problèmes arithmétiques, par exemple. Et donc là, cette forge-là va aller chercher les agents qui semblent les plus proches de cette problématique. Donc là, par exemple, des agents qui se disent bons en maths, et d'autres dans la génération de code, par exemple, mais aussi des agents architectes qui seraient susceptibles de pouvoir répondre à une problématique. Et donc, en fait, tous les agents qui sont dans cette forge-là vont être mis en compétition. Et établis dans cette forge. Et donc, une fois finie cette compétition, au bout de 10 générations, 20 générations, on va prendre le meilleur agent qui a été généré par cette forge et l'intégrer dans l'écosystème pour que cette nouvelle brique, ce nouvel agent, puisse être réutilisé dans le futur. Donc là, par exemple, voilà, il y a un nouvel agent arithmétique. Et il faut savoir aussi que tous les agents qui sont dans l'écosystème sont aussi en compétition entre eux. Et en fait, on a mis en place un mécanisme de métabolisme. En fait, ils sont en compétition pour résoudre les problèmes des forges. Et du coup, chaque fois qu'ils essaient de résoudre des problèmes, ils perdent des points de vie. Et donc là, par exemple, on a notre agent de code qui avait plus de points de vie et qui est plus là et qui est remplacé par des agents qui sont plus performants. Et donc en fait, ce double mécanisme de pression évolutionnaire, à la fois au niveau des nouveaux problèmes dans les forges et à la fois au niveau de l'écosystème global, permet d'enclencher ce processus d'amélioration continue. Et donc là, j'ai donné l'exemple d'une forge arithmétique, mais bien sûr qu'il pourrait y avoir des forges spécialisées pour les générer par exemple de nouveaux IA architectes. Donc je fais une forge pour entraîner des IA architectes, je les mets en compétition, j'applique des mutations, des croisements, et des nouvelles IA architectes qui arrivent.
pour préciser, donc au début, je vous ai parlé donc à la fois d'agents et d'architectes et de bibliothèques universelles de composants. En fait, les composants, c'est les agents. C'est-à-dire que ben, les composants, c'est du RAG, c'est les agents, c'est la connaissance que les IA architectes ont des meilleurs modèles pour résoudre tel problème. Et donc tout ça, c'est une connaissance partagée et qui est utilisable par tous ceux qui utilisent l'écosystème. Donc, point de vue actualité prochaine, on va au mois de décembre travailler d'arrache-pied pour rendre public notre code source qui n'est pas encore public, avec la version que je vous ai présentée avant. Et dans l'actualité encore plus récente, on va lancer une levée de fonds. Il y a un gros salon à Helsinki, Slush. Et ben merci pour votre attention. On a mis un petit formulaire ici pour ceux et celles qui veulent suivre la sortie en open source du repo sur GitHub. Et merci pour votre attention et on est ouvert à vos questions.